Bonsoir, bienvenue dans la première édition de Mauvaise Langue. On est très heureux de vous accueillir ici à Chaudron 18 à Lausanne. Dans Mauvaise Langue, on décortique l'actualité et ceux qui la font. Pour ça, je suis armé de ma mauvaise foi, de connaissances quasi nulles en géopolitique et d'un invité exceptionnel, Blaise Berzinger. Cette semaine, on va parler de Pascal Broulis, des fusillades aux États-Unis, de Federer, des JO de Pyeongchang et de ceux de Sion. Mais tout de suite, l'actualité nous a gâtés cette semaine. Quoi de mieux pour commencer la première émission de Mauvaise Langue qu'un sujet aussi sexy que le scandale Carte Postale. La question domine la semaine qui vient, c'est le scandale de Carte Postale. Comment des dizaines de millions ont-ils pu être perçus indûment ? Comment une comptabilité fictive a-t-elle été établie ? Qui savait et depuis quand ? Ouh, ça combine de la comptabilité, des cartes postaux et des politiciens suisses-allemands. Au bingo de la chiantise, on a fait kin, double kin, carton d'un coup. Après les navettes autonomes en Valais, Carte Postale a inventé la comptabilité en roue libre. Ils sont notamment accusés de surfacturation de services à l'interne et on laisse Claude Béglé, qui était président du conseil d'administration au moment des faits, vous expliquer ça comme si vous aviez 5 ans et demi. Si on avait une prestation qui valait 100, on la facturait 105 pour garder une marge bénéficiaire de 5, quand bien même c'était les collectivités publiques qui payaient. Si Yves achète une pomme à 1 franc et qu'il la revend à 2 francs, combien Yves aura-t-il d'argent en plus qu'il pourra cacher à la Confédération ? C'est pas étonnant qu'une entreprise comme La Poste fasse du bénéfice. Ils ont une stratégie tellement cohérente. Ils vendent des chaînes IFI, des pandas sac à dos pour enfants et des repose-pieds pour jambes fatigue. Que des trucs que t'as envie d'acheter quand tu veux poster une lettre. Le problème, c'est que personne n'avait contrôlé la comptabilité interne de Carte Postale. L'auditeur KPMG dit que c'était le job de l'Office fédéral des transports, qui lui dit que c'était le travail de KPMG. Et sérieusement, est-ce que vous trouvez ça étonnant ? Qui a vraiment envie de faire ce travail ? La vie est trop courte pour auditer les comptes de Carte Postale. Prenez la personne avec le job le plus pourri du monde, je sais pas, une stagiaire de Bernard Nico. Dites-lui, on a une offre pour toi, contrôleuse des comptes de Carte Postale. Vous pouvez être sûr qu'elle vous répondra « Non merci, je passe mon tour ». Non, elle répondra « Non merci, je passe mon tour ». Non, mais parce qu'on l'a vue à midi, elle était en train de manger. Ah, j'ai eu peur. Du sperme. Jingle. Vulgarité gratuite. On va avoir du courrier. Non, on n'a pas de boîte aux lettres. De toute façon, maintenant, la Poste nous déteste. L'Office des transports a porté plainte, mais la justice a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour juger cette affaire. Même les juges, ils n'ont pas envie de se taper les comptes de Carte Postale. Mais il faudra bien que quelqu'un s'y colle. Et moi, je connais une personne qui connaît bien la Poste et qui fait pas grand-chose en ce moment, Bastian Becker. Pendant ce temps, le géant jaune continue de fermer des bureaux de poste. Du coup, les gens dans les villages, ils sont obligés d'aller loin pour poster une lettre. Et pour y aller, ils doivent prendre les cartes postaux. On vit une époque mouvementée, mais peut-être que dans le futur, nos problèmes ne seront que des mauvais souvenirs. En direct, depuis le futur, c'est Marina Rollman. Aujourd'hui, je vous parle de la politique des partis et de ce qui mena à leur oubli. Nous sommes donc à la fin des années 2040, des mouvements sociaux agitent la planète, c'est le printemps des segways. Depuis, la gouvernance des sages nous assure prospérité, bonheur, vitalité sexuelle et 300 jours de vacances par an, comme vous le savez tous. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. À l'époque de la politique des partis, les gens étaient divisés en 2 grandes tendances, la gauche et la droite. Si vous étiez de gauche, vous viviez avec la certitude absolue d'être une bonne personne. Peu importe vos actions, vous étiez moralement sauf. Et si vous étiez de droite, vous étiez affligé d'une terrible maladie qui consistait à penser que vous étiez la seule personne sur Terre à travailler. C'est pourquoi le 14 août 2041, face à l'échec de l'alternance gauche-droite et grâce à un zigzag-zoug effectué sous contrôle d'huissier, l'Europe est scindée diagonalement de Dublin à Athènes afin de répartir les populations par affinité politique. Le sud-ouest pour la gauche ou le nord-est pour la droite. Les indécis pouvaient quant à eux rester où bon leur semblait ou partir pour Bienne. Très vite dans le sud-ouest de gauche, les difficultés s'amoncellent. Surproduction de didgeridoo, pénurie de cigarettes roulées, pic du nombre de cheveux retrouvés dans les taboulés des cantines autogérées, bref, c'est un peu la gabegie. Dans le nord-est de droite, l'espérance de vie chez les hommes chute à 51 ans, notamment à cause de l'explosion des sports mécaniques, tout citoyen mâle dès l'âge de 15 ans devant obligatoirement se déplacer sur un véhicule de minimum 650 cm3 ou directement passer au quad.
L'expérience touche à sa fin en 2045, quand un habitant du sud-ouest et un du nord-est tombent follement amoureux sur un forum de discussion consacré au dernier tome de Game of Thrones. Les deux Europes réalisent alors combien leur passion commune des dragons et du sexe explicite les réunit, mais également qu'on se passe très bien des parties, des primaires, des chaînes d'infos en continu et des fameux débats. Cela dit, les spécialistes reconnaissent aujourd'hui au débat une valeur humoristique indéniable, notamment la tradition du fameux « Écoutez, je ne vous ai pas coupé la parole, je vous demanderai de faire de même ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et maintenant la météo des vents saturniens avec Marie-Ange, suivie du premier épisode de la saison 77 de Game of Thrones. Et justement, une des règles en politique, c'est que si t'as ton nom dans tous les journaux, c'est soit que tu viens de remporter une élection, soit que t'as fait une connerie. Et cette semaine, le conseiller d'État vaudois Pascal Broulis avait son nom dans tous les journaux, et il n'y avait pas d'élection. Pascal Broulis, face à de nouvelles accusations, le magistrat PLR, en poste depuis 2002, n'aurait pas payé ses impôts communaux à Lausanne pendant 9 ans, mais à Sainte-Croix. C'est le bordel. On sait pas où habite Pascal Broulis, on sait pas où il paye ses impôts, mais rassurez-vous, on sait que c'est légal, parce que c'est l'administration cantonale des impôts qui fixe le lieu de taxation des contribuables, et c'est un service qui est sous la tutelle du conseiller d'État responsable des finances, un certain Pascal Broulis. Voilà. C'est sûrement un homonyme, et c'est sans doute un autre homonyme de Pascal Broulis qui adore tellement les impôts qu'il leur a consacré un bouquin qui s'appelle L'impôt heureux. Vous l'avez lu, Blaise ? Ah, bien sûr, et je me réjouis de lire d'autres livres tout aussi chouettes, par exemple La fidélité joyeuse de Christophe Darbelay, ou La femme épanouie de Tariq Ramadan, ou Le saut à ski de... comment il s'appelle Simon Hamann. Non, Michael Schumacher. On va avoir des emails. Non, parce qu'on n'a pas non plus d'adresse email. Ah si, ça on a, c'est mauvaise langue. Non, là, les chèvres. Blaise, de toute façon, il est affiché en bas de l'écran. Non, où ça? Non. En tout cas, on aimerait adresser tout notre soutien aux pauvres journalistes qui ont dû passer des heures cette semaine à enquêter sur cette question hautement existentielle. Mais où habite Pascal Broulis? C'est le trouvé Charlie le moins intéressant de l'histoire. Non, t'inquiète, il y a encore moins intéressant comme question. Par exemple, comment va Philippe Jeanneret? Je sais pas. Selon les journalistes qui ont enquêté, Broulis travaille à Lausanne, mais il est domicilié à Sainte-Croix, tandis que sa femme et son fils sont eux à Lausanne, où Broulis est censé dormir maximum 90 jours par an. D'ailleurs, quand la polémique a éclaté, Broulis passait quelques jours au JO à Pyeongchang, mais rassurez-vous, tous les soirs, il rentrait dormir à Sainte-Croix. C'est dommage cette affaire pour Pascal Broulis, il avait fait un sans faute en politique jusque-là, enfin à part peut-être cette moustache qu'il arborait à 20 ans. À une époque, il était même pressenti pour le Conseil fédéral et il paraît que pour bosser à Berne, il avait déjà choisi un petit appartement à Sydney. Mais pourquoi est-ce que Pascal Broulis fait tout ce montage fiscal? Certes, Sainte-Croix, c'est plus attractif fiscalement que Lausanne, mais à peine. Selon les calculs d'un expert de la RTS, Broulis n'économiserait qu'environ 1200 francs par an. Il dit que c'est pas de l'optimisation fiscale et on le croit parce que c'est pas optimal. Il enfreint la loi mais il en tire pas de bénéfice. C'est le mec qui triche au Monopoly mais qui perd quand même. En fait, il est amoureux de Sainte-Croix, il fait toutes ses magouilles juste pour pouvoir continuer à y payer ses impôts. Pascal Broulis est victime du syndrome de Sainte-Croix. C'est comme le syndrome de Stockholm, mais avec plus de brouillard. Ah, mais c'est pour ça qu'il a foiré sa déclaration d'impôt. Parce qu'avec le brouillard, il voit pas sa feuille. Voilà, on connaît bien les clichés sur Sainte-Croix, mais on connaît pas vraiment Sainte-Croix. Du coup, on va accueillir notre expert qui, lui, est tout droit sorti de cette petite commune vaudoise. Mesdames et messieurs, Yann Marguet. Yann, bonsoir. Vous êtes vraiment de Sainte-Croix. Vous êtes né à Sainte-Croix, c'est ça? Oui. Vous y avez grandi? Oui, 18 ans. Donc vous êtes un fan inconditionnel de Pascal Broulis? Non. Non, Thomas, tel que vous me voyez et que vous me sentez, car je sens très bon, je vais toujours méfier de Pascal Broulis. Hein. J'en veux pour preuve ces images, capturées le mois dernier par l'un de mes drones. Voilà, ça se passe en à gauche. Alors là, on va très clairement que je me fais chier pendant un discours. Et attention, là, maintenant, c'est de la méfiance. Mais pourquoi vous méfiez de lui? Mais parce que je sais pas, j'ai toujours peur qu'il fasse un truc, je sais pas, qu'il se mette sur la pointe des pieds violemment devant Romain Morard, par exemple. Ah oui, il l'a fait. Oh bah ça, j'aime pas, par exemple. Que vous le preniez pour cible, donc, ne me touche absolument pas, hein, je m'en bats les steaks. Que vous ricaniez, en revanche, de mon village natal, en sous-entendant qu'on ne peut pas y vivre pour d'autres raisons que l'optimisation fiscale, ça me donne un petit peu envie de vous expliquer la vie, quand même. Musique triste. Parce que là, vous ne voyez que grisaille et ennui, je vois un cœur, monsieur Wiesel. Ou plutôt 5000 qui battent à l'unisson pour un village où tout est possible, du point de vue des automates.
Donnez une poupée, des outils et quelques rouages à un Saint-Cri et il vous fabriquera en quelques instants, monsieur. Un personnage extrêmement flippant qui écrit des trucs sur une feuille. Et que dire de cette vue si rassurante sur la plaine vaudoise qui permet chaque jour au Saint-Cri de vérifier qu'Yverdon est toujours à sa place, qu'elle ne s'est pas rapprochée pendant la nuit de quelques jolies bourgades pour y planter ses griffes de laideur. Nous veillons sur le canton, monsieur Wiesel. Ah, Sainte-Croix, sa rue neuve, son cinéma royal, sa piste éclairée, son unique présélection, sa confiserie Buisson, sa croix du Cochet, d'où le nom Sainte-Croix en fait, son flamboyant carnaval, ses collèges au nom si pragmatique, le collège de la Poste, derrière la Poste, le collège de la Gare, devant la gare. Sainte-Croix, patrie d'inventeurs, des caméras Bolex à la fixation de ski moderne. Mais bon, ça, Yann, la fixation de ski moderne. C'est énorme! La fixation de ski moderne, c'est énorme! Il y a un avant et un après la fixation de ski moderne dans le monde. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Saviez-vous, monsieur Wiesel, qu'au-delà de sa politique trépidante, Sainte-Croix est la seule commune de Suisse à être dotée d'un conseil communal de 29 membres. Non, je savais pas. C'est Wikipédia qui le dit, sûrement pas vous. Vous qui n'êtes que raillerie, qui ne vous intéressez qu'à Broulis en temps de crise, en oubliant totalement l'autre star qui vit le jour dans cette modeste bourgade. Billy! Billy, l'animateur du Disney Club de 96 à 98 sur TF1. Mais non, vous ne vous intéressez qu'au buzz, pas aux vrais artistes. Pardon, je m'excuse envers Billy du Disney Club. Eh bien, Billy ne vous excuse pas, monsieur. Et Sainte-Croix vous dit zut. On a peut-être le gris dans les yeux, mais on a le soleil dans le cœur. Sainte-Croix, ma belle, Sainte-Croix, ma radieuse, combien sommes-nous à t'avoir quitté malgré ton taux d'imposition avantageux et tes loyers amicaux pour tester la grande ville avant de nous apercevoir d'une chose, qu'un jour, nous nous reverrions. C'est vrai, vous allez retourner à Sainte-Croix? Non. C'est trop chiant, quand même. Yann Marguet, mesdames et messieurs. La semaine passée, un Américain de 19 ans muni d'un fusil semi-automatique a ouvert le feu dans une école en Floride, tuant 17 personnes. Dans son discours après la tragédie, Donald Trump n'a même pas mentionné les armes. Il y a 17 personnes qui ont été fusillées et Trump, il arrive à éviter de parler des armes. C'est comme si un vainqueur d'Oscar évitait le mot merci dans son discours. Peut-être que Trump, il joue à Tabou, le jeu Tabou. Et sur sa carte, il y a des mots qu'il n'a pas le droit de dire. Par exemple, fusil d'assaut, arme à feu, pistolet, vol au vent. Il y en a toujours un qui n'a aucun rapport. Peut-être. En tout cas, Trump a décidé d'annuler une journée de golf par respect pour les victimes, un immense sacrifice personnel qui montre toute sa bonne volonté dans ce dossier. Par contre, le lendemain, pendant l'enterrement de certaines des victimes, Trump était à quelques kilomètres de là en train de jouer au golf. Parce que oui, il a déjà annulé une journée, il va pas laisser 17 morts niquer son week-end quand même. Et il continue la longue tradition américaine de tenter de régler des crises majeures avec un magnifique drive sur le par 3, comme ici George Bush juste après le 11 septembre. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. Et ça a marché, hein, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme n'existe plus. Presque. Quant aux fusillades dans les écoles, elles sont désormais si fréquentes que 9 écoles américaines sur 10 ont des exercices pour préparer les enfants à une tuerie de masse. Il paraît que le rapport aux armes aux États-Unis, c'est culturel. Ici aussi, on a beaucoup d'armes, mais c'est différent. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, ceux qui étaient perdus, qui voulaient se rebeller, ils faisaient de la tectonique. Aux États-Unis, ils font une fusillade. Et là, c'est la première fois de votre vie que vous vous dites finalement la tectonique, c'était pas si mal. 6 jours après la fusillade, Trump a enfin abordé le problème des armes à l'école et il a une solution: armer les professeurs. Une idée qui n'est pas nouvelle et qui avait été critiquée pendant la campagne présidentielle par Donald Trump. Dans un tweet, il disait « La corrompue Hillary dit que je vais amener les armes dans les salles de classe, c'est faux ». Et il change tellement souvent d'avis qu'à ce stade, il peut faire un débat politique contre lui-même. Ou peut-être qu'il a juste mauvaise mémoire. Parce que mercredi, face à plusieurs étudiants rescapés de la fusillade, il tenait dans les mains un pense-bête sur lequel on arrive à déchiffrer 3 des 5 points. 1. Qu'est-ce que vous voulez me faire savoir de votre expérience 2. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider à vous sentir en sécurité? Et le point 5. Je suis à votre écoute. Donc Trump, il a besoin d'un mémo pour se rappeler qu'il est à l'écoute. Voilà ce qui les ferait se sentir plus en sécurité, avoir un président qui n'a pas besoin de notes pour se comporter comme un être humain. C'est dommage, parce que même s'il a des petites mains, on n'arrive pas à voir le 3 et le 4. Mais je pense que je sais ce que c'est. C'est 3, tu veux voir mon bouton nucléaire? Et 4, je suis président de quel pays déjà?
Vu d'ici, ça semble totalement incompréhensible que les États-Unis soient le seul pays développé incapable de réglementer ses flingues, alors que c'est le même pays qui interdit de boire une bière jusqu'à 21 ans. Par contre, à 18, ils peuvent acheter une mitraillette. C'est con parce que s'ils picolaient plus, ils viseraient vachement moins bien. Et s'ils visaient vachement moins bien, il y aurait moins de victimes. CQFD. C'est con, finalement. Dinde. Le point commun entre les fusillades les plus meurtrières de ces dernières années aux USA, c'est pas la religion du tireur, c'est pas ses motivations politiques ou son état de santé mentale, c'est le fusil d'assaut de type AR-15, une véritable arme de guerre qui est en vente libre aux États-Unis. En revanche, un article qui est interdit à la vente aux États-Unis, ce sont les Kinder Surprise. Oui, c'est hyper dangereux parce que les enfants peuvent s'étouffer avec le jouet qui est à l'intérieur. Par contre, une balle de mitraillette, ça se digère hyper facilement, ça passe tout droit. Vous savez ce qu'il nous reste à faire ? Entourer les fusils d'assaut d'un délicieux enrobage en chocolat pour qu'enfin les politiciens américains se décident à les réglementer. Et parfois, les sujets d'actualité font réagir entre deux bières et Mauvaise Langue a posé sa caméra dans un bar suisse romand et récolté quelques pépites. Oh, trop beau, t'as vu ? Quoi ? Ils ont mis Tariq Ramadan en prison. J'ai toujours dit que ce mec était dangereux. Une bonne nouvelle. Comment ça, c'est une bonne nouvelle ? Mettre Tariq Ramadan en prison au milieu de plein de jeunes délinquants qui ont tendance à se radicaliser. C'est comme mettre un dealer de drogue au milieu d'un centre de désintox. Ou mettre un loup dans une bergerie. Ou un poisson dans de l'eau, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Ton dernier exemple tient pas la route, mais je vois ce que tu veux dire. 13 ans. T'imagines, Claude François, il a couché avec une fille de 13 ans. Ouais. On le surnommait le Michael Jackson français. Visiblement, il s'en est plus inspiré que ce qu'on croyait. Ah ouais. Bon, ça va, parce que c'était il y a longtemps. Hein. Ça change quoi ? Bah, la meuf, elle avait 13 ans. Maintenant, elle a 58 ans. Laisse-la, elle fait ce qu'elle veut. Mais... Non, rien. T'as regardé la nouvelle émission d'humour sur la RTS ? Non. Moi non plus. Pourquoi on a arrêté la nôtre, l'émission d'humour sur la RTS ? Bah, parce qu'on fait du théâtre. C'est plus rentable. D'ailleurs, il reste des places pour nos spectacles. Je sais pas, mais pour le savoir, vous pouvez aller sur www.lefric.ch. Eh, elle a 58 ans. Elle fait ce qu'elle veut. Non, mais t'as vu Johnny là ? C'est quand même dégueulasse de déshériter ces gamins comme ça, hein, moi je te dis. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur. Bah ouais. Moi, j'ai jamais connu mes parents. C'est à quelle heure leur machin ? Le vendredi soir à 22h45. Excellent horaire. Ouais, non, c'est cool. Il y a plein de jeunes devant la télé à ce moment-là et tout, c'est... Ouais. Non, mais toi ça va, t'as hérité de tout, tranquille. Mais oh, que dalle, que pouic, même pas un petit peu de talent, hein. D'ailleurs, toi t'as des gamins, t'en penses quoi ? Je préfère pas en parler. Oh, tu peux, un sable laser dans le cul, c'est là, bien. Bon, on y va ? Merci, hein. Ouais, mettez ça sur la prod. Ouais, parce que le fric, on en a pas beaucoup. Par contre, des places, il en reste sur www.lefric.ch. Au revoir. Depuis lundi, et pour la première fois depuis 2012, le soleil brille un peu plus fort, l'air est plus frais et les choses sont rentrées dans l'ordre. Roger Federer est de nouveau numéro 1 mondial. Yes ! Roger est à sa place, là où il est le mieux, comme l'UBS dans un scandale de fraude fiscale ou Yannick Butet dans un buisson. Roger est allé à Rotterdam uniquement pour reprendre ses points de retard sur Nadal, blessé, et devenir numéro 1. Donc tout le monde s'y attendait, sauf l'ATP, qui n'a pas du tout été prise de court et qui lui a offert un trophée exceptionnel pour l'occasion. Pas de saladier ni de coupe en argent cette fois, mais une étrange maquette. Un trophée de plus dans la collection de Roger Federer. Ah, c'est magnifique, quelle qualité d'exécution, quelle précision dans le dessin. Un gros bloc avec un numéro 1 dessus que n'aurait pas renié la classe de travaux manuels de Monsieur Piguet à Indervilliers. En tout cas, ça fera pas du tout tâche dans sa salle des trophées avec tout le reste. On dirait un cajon. Je sais pas ce que c'est. Un quoi ? C'est un instrument, c'est la batterie du pauvre. T'as de la chance, j'ai toujours sur moi un lapin en gazon et un cajon. Regarde, hop. Mais tu sais en jouer ? Bien sûr, je sais en jouer et je connais même une chanson sur Federer. Je te la fais ? Vas-y. Ok. Roger, le dernier dinosaure, c'est pas mon ami parce que je fais pas de sport. Et comme cette séquence TV, Federer rentre encore un peu plus dans la légende. Même pour les autres sportifs de haut niveau, Federer, c'est un mythe. Regardez la réaction de la fribourgeoise Mathilde Gremaud, toute récente médaillée d'argent en slopestyle à Pyeongchang, qui apprend que Federer l'a félicité dans un tweet. Dans tous les messages de félicitations, tu as notamment celui de Roger Federer. Non. Un tweet, ouais. Non. Ouais. Trop.
Des années de travail, des heures d'entraînement, une compétition acharnée, une pression énorme sur les épaules. Tout ça pour atteindre son objectif, un tweet de Roger Federer. Et en même temps, je la comprends. Blaise, franchement, si Federer nous félicite pour l'émission, je pense qu'on peut arrêter notre carrière. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est une idée pour ceux qui nous détestent. Vous l'aurez compris, si vous haïssez cette émission qui existe depuis déjà 20 minutes et que vous voulez qu'elle s'arrête, envoyez-la sur Twitter à Roger Federer en lui disant que c'est génial. Et on croise les doigts. Franchement, Blaise, si ça marche et que Federer nous félicite, je pense que je te suce. À Pyeongchang, les Jeux Olympiques sont en train de se terminer. On aimerait bien vous montrer des images, mais on n'a pas les droits. La Suisse a déjà dépassé ses objectifs avec 13 médailles. Félicitations à tous nos champions. On a quand même un petit pincement pour notre chouchou Laragout qui termine avec une 4e place pour un 100e et 2 éliminations. Ah, je crois que l'élimination, on a les images. Courage, Lara. On sait que tu vas revenir plus forte et faire plein de médailles. Puis sinon, peut-être que bientôt, le bowling sera un sport olympique. Ah ouais, elle est devant, et la faute sur l'intérieur. L'élimination de la Ragout. Attention, il y a de la pente qui vient taper dans les photographes. Mais dans ces jeux, il y a d'autres stars. En plus de ceux qui gagnent, c'est ceux qui font le buzz. Félicitations à Fabienne Beuge pour sa médaille d'or dans l'épreuve de l'escalator. Par contre, en ski acrobatique, il a fini 24e. Félicitations aussi à cette journaliste québécoise pour son diplôme olympique de la question simple comme bonjour. Alors, as-tu l'impression que peut-être justement à ce moment-là, sachant que c'était là où il fallait que ça se passe, que inconsciemment quelque chose s'est passé parce que tu savais qu'il fallait que ça se passe à ce moment-là? Ben ouais, je suis pas mal d'accord avec toi. Je pense que là, j'ai senti le moment qu'il fallait que je sente le moment. Fait que j'ai senti que c'était vraiment le moment que je sente le moment. Merci. Dans la discipline du gâcheur de fête, on félicite le russe Alexander Kroujelnitsky qui a été contrôlé positif. La Russie concourt sous bannière olympique, il devait se tenir à carreau, mais lui il s'en fout, il se dope, alors qu'il participe aux épreuves de curling. C'est un sport qui est plus technique que physique quand même. Hein. Non, c'est vachement physique, ils doivent balayer et tout. Moi, avant de faire le ménage, je prends de la coke. Hein. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, je fais pas le ménage. Mais, dans l'épreuve de diplomatie, 2 médailles d'or. La Corée du Nord qui a envoyé chez son voisin du Sud l'atout charme du régime, la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, et la Suisse qui a également envoyé l'atout charme de la Confédération. C'est au tour du ministre des Sports, Guy Parmelin, de faire le voyage de la Corée du Sud. Hello, my name is Guy Parmelin, I'm from Bursin, I make chasselas. Ah non, j'espère juste qu'il a pas pris des bouteilles de son pinard avec pour les offrir. Sinon, la Corée du Sud va faire la paix avec le Nord et les deux vont nous déclarer la guerre directement. Bon, pour l'instant, les relations Corée-Suisse, ça a l'air d'aller. Et après, là, c'est l'ambiance après-ski. On est en Suisse, vous avez tout compris. Et on a beaucoup entendu que les tribunes étaient vides et qu'il y avait peu d'ambiance. C'est pas vrai. La médaille d'or de l'ambiance pas du tout artificielle et flippante va également à la Corée du Nord avec ses cheerleaders. Bah vous voyez qu'ils sont heureux en Corée du Nord. Mais les JO, ce sera peut-être bientôt chez nous avec la candidature de Sion 2026 qui bat son plein. Et le comité d'organisation s'est déjà mis à l'esprit olympique, puisque comme Oscar Pistorius, il a perdu 2 de ses membres. L'avocat d'affaires Jean-Philippe Rochat s'est fait choper dans les Panama Papers et Christian Constantin a tenté d'inscrire le coup de pied au cul sur Olfringer comme discipline olympique. Mais même s'il a démissionné, Constantin est toujours à fond puisqu'il a organisé ceci. L'image de Pirmin Zobregun, héliportée au sommet du Cervin, cristallise le débat sur les Jeux Olympiques de Sion 2026, sur la candidature. Pour ses partisans, elle incarne l'enthousiasme. Pour ses adversaires, c'est une erreur qui cumule tous les clichés anti-écologiques. Alors, c'est Pirmin Zobregun, un bidon d'huile et un briquet en haut du Cervin. Et le briquet, il fait... Non, Blaise, c'est pas une blague, c'est arrivé vraiment. On a demandé à Christian Constantin pourquoi il avait allumé une flamme en haut du Cervin. Il a répondu parce que personne ne l'avait jamais fait. Ouais, et tu t'es pas demandé pourquoi personne ne l'avait jamais fait? Bon, à ce rythme-là, il y a plein de trucs qui n'ont jamais été faits. Par exemple, remplacer la Grande Dixence par Romaine Jean. Ou manger le Kremlin. Bah, Constantin, il a dû se dire, vous trouvez que c'était débile quand j'ai frappé un consultant? Attendez, vous avez encore rien vu. Ça fait 2 semaines qu'il avait pas fait de conneries, il était chez lui en train de regarder Koh-Lanta, il a vu les torches, il s'est dit, ah, j'ai une idée.
Si tu veux organiser des Jeux Olympiques, le mieux c'est de demander à Christian d'aider les villes concurrentes. Non, c'est du génie. Tout le monde est concerné par l'impact écologique des Jeux. Et eux, ils vont brûler des mazoutes sur la montagne la plus emblématique du monde. On a peur qu'il n'y ait bientôt plus assez de neige, ils font fondre tout avec leur feu. En tout cas, si Sion obtient les JO en 2026 à mauvaise langue, on est prêt. On a déjà notre équipe de cheerleaders. On s'est à peine inspiré de la Corée du Nord. Mauvaise langue, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Venez assister à l'enregistrement vendredi prochain à 19h30 à Chaudron 18. À la semaine prochaine. Au revoir.